3 mois après l'assassinat du père Hamel dans une église de Saint-Étienne-du-Rouvray, l'onde de choc a-t-elle modifié notre regard les uns sur les autres? La Normandie n'échappe pas aux crispations que traverse actuellement notre société. Qui, ces derniers mois, ne s'est pas interrogé sur la solidité d'un des piliers de notre République, la fraternité? Alors, peut-on vivre ensemble? On en parle tout de suite dans Enquête de région. Bienvenue dans Enquête de région et bienvenue à toi, Angèle, désormais à mes côtés, pour ce nouveau numéro consacré au vivre ensemble. Vivre ensemble, une notion dont on a beaucoup entendu parler depuis les attentats de janvier 2015. Mais pourquoi nous questionne-t-elle autant? Est-ce un signe de sa fragilité? Le maintien du lien social est en tout cas devenu l'un des défis posés à notre société. Pour en parler comme à notre habitude, nous vous emmenons sur les lieux où ces questions résonnent. Premier exemple ici à Hérouville-Saint-Clair, une ville de 21 000 habitants réputée pour sa mixité sociale. Nous y rejoindrons ceux qui travaillent à préserver le lien social, le dialogue, mais aussi ceux qui se sentent stigmatisés. Tout de suite, le sommaire. Vivre les uns à côté des autres, accepter les différences, cela s'apprend dès l'enfance. À Hérouville-Saint-Clair, ville nouvelle près de Caen, se côtoient près de 80 nationalités. Nous sommes allés à la rencontre des acteurs du vivre ensemble. On va à la rencontre des groupes de jeunes qui se constituent en bas des tours. Et ça, on préfère pas être accompagné d'une caméra, puisqu'en fait c'est assez intime, on est sur leur territoire. Communautarisme, repli sur soi, stigmatisation d'une partie de la population, nous avons voulu savoir ce qui faisait aujourd'hui de nous des citoyens. Une de nos équipes s'est rendue au Mont-Gaillard, un quartier pauvre du Havre, à la rencontre de ses habitants. On entend parler d'intégration depuis des années, et il n'y a pas à s'intégrer, on est français. Pour vivre ensemble, il faut se comprendre et donc dialoguer. C'est justement l'objectif de l'association Coexister. À Rouen, elle rassemble régulièrement de jeunes catholiques, musulmans, juifs, qui tentent de faire rimer religion avec tolérance. Je pense que la plupart des gens ne sont pas contre le fait de parler de religion, mais que la plupart du temps, c'est une question de ne pas oser. Notre clin d'œil de fin est un militant. Timothée Fallet a ouvert il y a 2 ans le Café Sauvage dans le centre-ville de Caen. Un lieu associatif, participatif et de partage. C'est surtout l'air de rien, un petit laboratoire du vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est une question qui se pose dès le moment où l'on se retrouve à deux, qu'il est facile de ne pas se comprendre. L'autre fait peur, parfois dans notre propre famille ou notre voisin de palier. Sans parler de l'étranger. Et pourtant, nous n'avons pas d'autre choix que de vivre en collectivité avec nos différences. En guise d'éditorial, François Pesquet nous propose cette petite fable. Il y avait un pays lointain, si petit qu'une simple table pouvait l'accueillir. Sa rivière était un vin fin, sa forêt une salade. Vivaient ici 2 espèces de fromage. Chacun sa part, chacun son lot, chacun sa place sur le plateau. Les 2 se méprisaient fort et se moquaient encore plus. « Si coulant que tu ruisselles, lançait Neuchâtel. Infect, tu nous empestes, répliquait Camembert. » Chacun, sans le savoir, jetait ainsi sur l'autre sa propre figure de fromage, et tous de s'encrouter dans ce conflit sans âge. Un jour, il advint qu'à l'autre bout de la table, Sire Gruyère, accompagné de ses troupes, voulut prendre place sur l'étal, menaçant de la sorte nos 2 rivaux. Ceux-ci s'effrayèrent et conclurent une alliance, remisant à la hâte leur haine tenace et rance. Voilà les ennemis d'hier dans la bataille unis, prêts à défier l'intrus, l'invectivant ainsi. Forts et unis nous sommes dans la forme et le goût, tandis que toi, pâte cuite, tu n'as que tes trous. Moi, chevalier des montagnes, rétorqua Sire Gruyère, quittant mes alpages, je ne suis pas de trop ici dans vos bocages. Ne craignez pas mes allures étrangères, ne parlons pas d'assaut, mais d'alliance fromagère. D'un autre bouquet je charme les palais, je suis douceur et noisette alliée. Quand votre saveur aiguise la mienne, race et reine, n'ai-je pas, moi aussi, ma place dans cette arène? Se découvrant ensemble, issus de la même pâte, les 3 fromages firent la paix, prirent place sur le plateau. Chacun son goût, sa forme et sa couleur, unis surtout par une commune puanteur.
Le vivre ensemble ne va pas de soi, il s'apprend. Tout commence à la maison dès le premier âge. C'est d'abord en famille que nous l'expérimentons. Puis il y a les loisirs, les activités sportives, plus tard le travail, mais bien sûr l'école. L'école, pour nous tous, c'est la première immersion dans la société. Alors pour débuter cette émission, nous nous sommes installés dans la cour du collège Varignon, toujours à Hérouville-Saint-Clair. Après les attentats de Charlie Hebdo, l'établissement a réalisé un projet pédagogique avec les élèves autour de la tolérance et du respect. Comment apprend-on à vivre ensemble? Nous en parlerons dans un instant avec nos deux invités, mais d'abord, rencontre avec ces acteurs du vivre ensemble. Pour eux, la diversité est définitivement un atout. Attendez monsieur, pour commencer là. Alors d'accord, on recommence. C'est qu'ici on n'a pas affaire à des débutants. À l'AQJ, l'association Quartier Jeunes d'Hérouville, ils font partie des porteurs de projets. Moi je m'appelle Yacine. Je m'appelle Ali. Moi je m'appelle Sofiane et il y a aussi deux filles qui n'ont pas souhaité être filmées qui sont Stéphana et Ibtissem. Comment ça, pas voulu être filmé à notre époque? Tandis que eux, les garçons, les revoilà, et pas n'importe où, à Barcelone, au Camp Nou, le fameux stade, un rêve de gosse qu'ils ont réalisé. Mais ça, c'est du passé. Et comme il faut avancer, ils imaginent un autre projet, plus local. Donc, notre projet s'appelle Mieux vivre ensemble par le biais du sport et concerne les membres des structures de la mairie, des associations d'Hérouville, nous, les jeunes des quartiers et aussi les commerçants et tous ceux qui nous entourent. Il y aura dans chaque quartier, ils vont s'affronter dans un tournoi de foot. Et en dehors de ce tournoi, on veut animer aussi les quartiers. Ce qui est là, c'est les partenaires. Ils doivent être prêts fin avril. Ils vont travailler là-dessus toute l'année et ils sont à fond. On peut dire qu'on a le mental, quoi. Ils ont les codes, le discours et la méthode. Il faudrait cocher les gens du comité de pilotage qui sont engagés. Reprendront-ils leur caméra encore une fois? C'est probable. Cependant, pour les responsables de l'AQJ, l'essentiel est ailleurs, invisible. Il y a le travail de rue, c'est quelque chose qui se fait quotidiennement, où on va à la rencontre des groupes de jeunes qui se constituent en bas des tours. Et ça, on ne préfère pas être accompagné d'une caméra, puisque en fait, c'est assez intime, on est sur leur territoire, on est dans leur lieu de vie. Et je pense que ça casserait un petit peu la relation. Néanmoins, c'est vraiment la base de notre action pour créer du lien. Et quand ça coince, comme ici autour du City Stade, construit pour les jeunes du quartier de la Grande Belle, on peut compter sur un film pour en faire le récit. Avec Yacine, Ayoub, Walid, Driss et moi-même Aziz, nous sommes partis à la recherche de réponses. Des réponses à certaines questions qu'on se posait tous les jours. Au cœur de notre quartier, la Grande Belle à Hérouville, nous menons une vie plutôt paisible. Cependant, nous avions toujours le sentiment d'être délaissés par les différents acteurs de la ville. Comme si notre quartier n'était pas considéré comme les autres. Comme si les échanges et le dialogue entre les habitants étaient impossibles. 2 ans après, le climat semble apaisé, le terrain multisport fait son office, et de l'autre côté de la rue, l'AQJ a ouvert une structure qui lui tenait à cœur, la Maison de la Bécane. On y retrouve Aziz et ses camarades, avec 2 ans de plus évidemment, et qui trouvent assez incongrues les questions des journalistes sur le fameux « vivre ensemble ». Quand on vient ici, on vient jamais tout seul, on est toujours tous ensemble. Et moi, je trouve ça bien. Toutes les personnes du quartier, les jeunes, les vieux, toutes les personnes, tout âge, n'importe quelle religion, tous ensemble, unis. C'est un lieu créé pour faire du lien, de l'entretien, plus que de la réparation. Il n'y a rien de cassé, mais voilà, c'est comme dans toute population, que ce soit dans les quartiers, que ce soit ailleurs. Le but, c'est faire en sorte que les gens puissent, comme à l'ancien temps, les gens se disaient bonjour, s'aidaient. Et là, le but de la Maison de la Bécane, c'est faire en sorte aussi que les jeunes Hérouvillais qui se croisent, puissent se reconnaître, puissent cohabiter de manière harmonieuse dans leur quartier. Il faut quoi comme clé, monsieur ? La maison se veut un outil supplémentaire du bien commun et de l'éducation dans la cité.
plus il y a d'adultes, plus il y a quelque chose de cohérent dans toutes les formes d'éducation qu'il peut y avoir. Donc l'éducation, ça peut être l'entraîneur sportif, ça peut être le prof, ça peut être le parent, ça peut être l'éducateur de rue. Plus il y a une cohérence, plus on se parle, plus l'enfant se sent entouré, moins il y aura les dérives qu'on peut imaginer. On va rencontrer le maire et l'ancien ministre. Je présente donc Samuel Lebac, qui est le directeur... Tous acteurs, ils sont l'image d'une ville issue de la diversité et qui continue d'en faire son affichage. Dès le plus jeune âge. Mais tout le monde n'est pas sur le devant de la scène. Ce jour-là, elles se tenaient en marge du terrain de sport et elles avaient des choses à nous dire. Avant, c'était une ville très bien. Mais elle est toujours bien comme elle est. Mais il y a beaucoup de racisme en ce moment. Enfin, quand on marche dans la rue, souvent on a peur de nous. Enfin, je marche en ville et y a les gens ils s'écartent. Et surtout avec le voile et tout ça, c'est ça le pire. Quand quelqu'un part, par exemple, ma mère porte le voile, il la regarde bizarrement. Plus qu'avant. Carrément plus qu'avant. Comme avant, où on marchait dans la rue, personne nous regardait, disait bonjour et tout ça. Maintenant, du jour au lendemain, les gens, on passe dans la rue, ne nous disent pas bonjour et plus personne qui dit ils regardent bizarrement. Dommage, non, de terminer comme ça sur une note discordante. Mais on peut aussi faire l'inverse, au nom de la diversité. Entendre une autre parole. C'est pas du tout pareil ici à Hérouville qu'à Caen en ville. Hein. Là-bas, on pouvait retrouver des séparations entre les gens. Ils n'ont pas du tout la même mentalité. Ouais. Pas du tout. Alors qu'ici, on est tous mélangés. Ouais, Il n'y a pas un climat qui, depuis 2 ans, s'est alourdi. On sent pas ça. Non, du tout. On ne doit pas y faire attention. On ne doit pas le remarquer. On le remarque pas. Ouais. On s'en préoccupe pas du tout. On n'a pas eu affaire à ça. Peut-être pas encore. Vous êtes toujours sur Enquête de Région, on parle de vivre ensemble. On se retrouve au sein du collège Varignon à Hérouville-Saint-Clair, dans le Calvados. Valérie Bensaha, vous en êtes le conseiller principal d'éducation. Quand on voit la fin du reportage qui précède, avec ces deux avis qui divergent entre les groupes de filles, certaines qui sentent une crispation, d'autres qui n'ont rien vu changer, quelle est votre réalité à vous sur Hérouville ? Cette réalité, elle est duale. Elle est d'un côté, Hérouville est une ville où on vit bien, où les communautés se mélangent harmonieusement, où on peut observer dans la cour de récréation, il n'y a pas de regroupement ethnique. Les petits Marocains, les petits Turcs ne sont pas ensemble. On a un vrai éventail, un vrai arc-en-ciel au niveau des origines. Donc cet élément-là, je rejoins le groupe de jeunes filles en disant oui, la paix et le bien vivre ensemble existent ici. En même temps, on ne peut pas nier que ce que la France a traversé depuis plus d'1 an et demi avec ces séries d'attentats ont crispé la situation. Au niveau de nos élèves, au niveau des enseignants, mais de manière plus globale au niveau de la population française. Et justement, suite à ça, vous avez souhaité mettre en place un projet d'établissement au sein du collège, un projet autour de la tolérance, un projet qui a fait l'objet d'un documentaire. Je vous en propose un extrait. Des fois, on dit des choses, des représailles. Des gens ils veulent pas, enfin, des gens ne voudraient pas qu'on dise ça, donc du coup, ils nous en vouloir et ça crée des conflits. Est-ce que par rapport à l'affaire Charlie Hebdo, tu parles des caricatures de Mahomet qu'il fallait pas le dire pour toi? Parce que ça a créé des conflits. Oui. C'est ça? Et j'aurais pas dû continuer, c'est pour ça. D'accord. Donc dans ce cas-là, on dit pas tout. Valérie Bensaha, on vous retrouve donc, vous êtes le conseiller principal d'éducation de ce collège. Comment est-ce que dans un établissement comme celui-ci, on peut apprendre à vivre ensemble? Le rôle de l'école, c'est les apprentissages, mais c'est aussi la mise en pratique. C'est-à-dire qu'en effet, pour apprendre à vivre ensemble, la première chose à faire, c'est de le faire. L'une des thématiques centrales de ce projet, ça a été de se faire rencontrer tous les membres de la communauté ensemble. Des gens qui vont travailler sur le même secteur de public scolaire, par exemple, les enseignants, les éducateurs, les différents membres de la cité, la police, mais aussi le transport en commun. Bref, être capable de faire se rencontrer tous ces différents acteurs, nos enfants, afin simplement de dire, si on arrive à modifier le rapport humain qui lie un jeune à un adulte, s'il y a une confrontation, s'il y a une tension, et qu'on arrive à y intégrer de l'humanité, on obtiendra plusieurs effets positifs. Ça veut dire, en classe, des élèves qui ont un meilleur rapport aux enseignants, et donc des enseignements qui se passent mieux,
dans la cité des gens qui vont plus être des jeunes qui ne seront plus en confrontation par rapport au contrôleurs. C'est le dialogue, la solution. Voilà. Yacine Habib, vous avez 31 ans, vous êtes né, vous avez grandi ici à Hérouville où vous continuez à vous investir. On vient de parler de l'école, du rôle de l'école dans le vivre ensemble. Vous, c'est à travers le sport que vous essayez de mettre en avant ces valeurs. Comment est-ce que le sport peut permettre justement de réunir les jeunes, des jeunes différents? Le but, nous, c'est de créer, de favoriser du lien. Et dans le sport, les personnes ont tendance à se lâcher. On oublie ces différences dans le sport? On oublie ces différences, oui. Moi, j'ai créé un dispositif cross-training sur la ville d'Hérouville avec les jeunes adultes. Et dans ce dispositif-là, on avait des jeunes au début et moins jeunes qui venaient, qui ne se connaissaient pas du tout ou qui se connaissaient de vue parce qu'ils vivent à Hérouville. Et au jour d'aujourd'hui, ce sont des jeunes qui mangent ensemble, qui vivent ensemble certaines situations maintenant. Voilà, donc par le biais de cette activité, donc faire du sport mais aussi transmettre des valeurs éducatives. On avait des jeunes au début qui venaient par exemple, pour vous donner un exemple, en retard, qui garaient leur voiture n'importe comment. Au jour d'aujourd'hui, on a des jeunes qui sont ponctuels, qui sont à l'heure, qui garent leur voiture bien. Voilà un exemple, on en a plein d'autres. Valérie Bensa, on revient sur le rôle de l'école. Un récent rapport a montré que l'école, de manière générale, était facteur d'inégalité, en tout cas renforçait les inégalités. Comment, dans ce cadre, le collège peut encore prétendre rétablir du vivre ensemble? L'école n'est pas une grande magicienne, il faut le savoir. Ça veut dire qu'il y a des éléments qui n'appartiennent pas à l'école. La question de la misère sociale, c'est une question fondamentale dans une société, mais ça ne nous appartient pas. Et aujourd'hui, c'est cette question-là, la misère sociale, qui est plus importante que les crispations identitaires? Oui. Si en effet on n'offrait pas des échappatoires, des faux scolaires aux gens, en leur expliquant que c'est la faute du dernier arrivant que la misère se passe, oui, ça réglerait beaucoup de problèmes, en effet. La vraie question, elle est centrale, en tout cas ici comme ailleurs, c'est vraiment celle-là. Merci à vous. Je vous en prie. Toujours à Hérouville-Saint-Clair, nous nous sommes déplacés devant un cinéma d'art et d'essai, le Café des Images. On vient de voir que l'école ou le sport favorisent l'apprentissage du vivre ensemble. Qu'en est-il de la culture? Ce lieu a choisi d'attirer un autre public que les seuls amateurs du cinéma d'auteur en ouvrant ses portes au quartier. Son directeur nous parlera de ses projets pour permettre aux habitants de se côtoyer. On va le retrouver dans un instant avec Angèle. Mais avant, on va se rendre au Mont-Gaillard, au Havre. Un quartier pauvre où le vivre ensemble est plus ou moins bien apprécié. Là-bas aussi, au-delà des éventuelles crispations identitaires, se pose surtout la question des difficultés économiques. Nous arrivons dans le quartier du Mont-Gaillard, situé sur les hauteurs du Havre. Nous allons aller à la rencontre des habitants de ce quartier pour voir quelle est leur vision du vivre ensemble. Notre premier rendez-vous est avec Linda Hotzmann, une esthéticienne qui exerce à domicile. Bonjour Karima, bienvenue. Ça va? Je vous en prie. Depuis 5 mois, Linda est revenue s'installer au Mont-Gaillard, un quartier où elle a en partie grandi. Avant d'ouvrir sa cabine d'esthétique, elle a travaillé dans un tout autre domaine, le recrutement. Mais la boîte d'intérim et cette Française d'origine algérienne n'ont pas vraiment fait bon ménage. Ça m'est arrivé qu'en agence, il y a des intérimaires qui me disent, parce que c'était la fête de l'Aïd, ah, ça a aidé Linda et tout. Puis bah, forcément, tu leur réponds, tu vois, bah, aidek mabrouk. Et après, on me disait, quand ils partaient, bien sûr, hein, voilà, Linda, ce serait bien si tu pouvais ne pas parler en arabe dans l'agence. Toi, tu te dis, mais pourquoi? Quand tu sais parler en plus anglais, c'est valorisant. Et c'est dévalorisant de savoir parler l'arabe. C'est comme ça que moi, je le prenais. Donc, je suis partie. Je leur ai dit Bslama. Vous l'aurez compris, Linda est une insoumise. Avec son mari, ils ont quitté leur location en centre-ville pour acheter un pavillon au Mont-Gaillard. Quand on cherchait, on a eu la chance de trouver là, puis nous, ça ne nous dérangeait pas vu qu'on a grandi ici. Donc on a préféré revenir ici. Ils ont grandi ici, au Havre, en France, et ont pourtant le sentiment de devoir se justifier sans cesse. On entend parler
d'intégration depuis des années. Et il n'y a pas à s'intégrer. On est français. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'accepte pas qu'un Français d'origine, du Maghreb ou de l'Afrique ou d'autres, ne soit pas français à part entière? On n'est pas différent des autres. On a chacun sa religion en fait et ses coutumes. Et je vois pas pourquoi certaines communautés devraient oublier leurs coutumes ou de leurs origines. Il n'y a pas de raison. Pour s'accepter et enfin se réconcilier, il faudrait pour Linda assumer un passé peu glorieux. Tu tolères, quoi, parce que tu te dis, ouais, finalement, il faut parler de la colonisation, il faut parler de la traite des Noirs. Ça a existé, il ne faut pas en avoir honte, il ne faut pas le refaire, point. Tu vois, nous aujourd'hui, si on est en France, c'est aussi lié à l'histoire. On a permis à la France de se reconstruire, mais on aurait pu repartir, mais on y est resté parce qu'on s'y sent bien. Ils ne sont pas les seuls à se sentir bien au Mont-Gaillard. Ici, vivent ensemble des Français de tous horizons, dans un quartier qui s'est métamorphosé en une décennie, grâce à une rénovation urbaine d'ampleur. Tout a changé, tout a changé. Si vous passez à 4 h du matin, vous serez tranquille. Avant, c'était pas comme ça? Non. Daniel Paul ne dira pas le contraire. Cet ancien parlementaire habite le quartier depuis 35 ans. Les 2 tours qui ont été démolies, ce sont celles-là. Ça vivait mal, c'est vrai. Les barres d'immeubles ont été remplacées à certains endroits par de petits pavillons, mais d'autres infrastructures se sont perdues en cours de route. Disparition de l'annexe du conservatoire de musique et de danse qui se trouvait là. Disparition de la sécurité sociale. Et pour vous, c'est quoi la conséquence de ces disparitions? Un éloignement des services publics pour la population, pour une partie de la population. Celle qui n'a pas toujours les moyens de descendre en ville. Le problème ici, c'est probablement un taux de chômage plus important qu'ailleurs. C'est probablement un faible pouvoir d'achat qui affecte tout le monde. Plus probablement un certain nombre de populations qui ont du mal, à s'intégrer. Il y a probablement cet aspect-là. Mais la différence ne se fait pas entre ceux qui croient ou ceux qui ne croient pas. Et pourtant, la religion reste ici aussi un sujet sensible. Salam alaikum, Mahjouba, ça va? Tu vas bien? Mahjouba, la nourrice des enfants de Linda, ne compte plus les regards de travers depuis que dans son cheminement spirituel, elle a décidé de se couvrir la tête. Aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi, parce que je mets un foulard sur la tête, ça dérange. Je suis quand même libre de faire ce que je veux. On me parle de tolérance, de liberté, d'égalité, de fraternité. Je les respecte. Moi aussi, on peut respecter que je sois libre de m'habiller comme je veux. Maintenant que je porte le foulard, forcément, vu que le contexte m'oblige un petit peu à me justifier, je souris et je dis bonjour. Donc ça surprend parce que... Oh, une dame voilée qui dit bonjour. Mahjouba et Linda préfèrent en rire et restent optimistes quant à l'avenir de leurs enfants ici. Ils auront le meilleur. Ils auront le meilleur parce qu'ils auront eu un peu de quartier, un peu d'éducation, un peu de mosquée. Un bon début de recette pour bien vivre ensemble. Alors Yannick Rex, vous êtes le directeur du Café des Images. Ce cinéma d'art et d'essai, il est implanté ici depuis presque 40 ans, dans le cœur d'Hérouville-Saint-Clair. On vient de le voir dans le reportage, certains Normands se sentent délaissés par le service public. Vous, en tant que directeur de cinéma, un cinéma financé en partie par les collectivités locales, en grande partie, est-ce que vous vous sentez investi d'une mission de service public? Oui, bien sûr. Alors après, c'est pas comme dans le documentaire qu'on vient de voir. À Hérouville, les services publics, ils sont là, ils sont très présents. On a le théâtre, il y a le cinéma, il y a le tramway, il y a la mairie qui est juste à côté. Mais comme toutes les salles de cinéma art et essai, oui, je crois que c'est peut-être un des derniers lieux
dans une ville où précisément non seulement les gens peuvent aller voir un film, mais en plus à l'issue de cette projection-là peuvent débattre et échanger sur leur point de vue, sur le monde, dans le cadre de rencontres qu'on organise avec des cinéastes sur des sujets qu'on va voir avec le cinéma, mais aussi des sujets de société. Et précisément à Caen, il y a 2 cinémas, le Luxe et le Café des Images, qui permettent ça, qui permettent encore à des gens de venir dans un lieu public. Moi j'ai l'habitude de dire que le Café des Images, on essaie de le penser comme une place publique, comme un endroit précisément où on peut organiser tout un tas de rencontres et tout un tas de débats. Et pour que les gens se rencontrent davantage, vous avez ouvert ici, il y a quelques mois, un café-restaurant. Les gens ne se rencontraient pas assez dans le quartier. Il y a des gens qui ne sont jamais venus ici au Café des Images. Alors oui, sans doute. Évidemment, il y a des gens qui ne sont jamais venus au Café des Images. Malgré tout le travail qui a été fait toutes ces années, tout le travail qu'on fera, il y aura encore des gens qui ne viendront pas. Le restaurant, il y en avait déjà un avant. En fait, ce qui change, c'est que c'est nous qui nous en occupons maintenant en direct, de manière à mieux peut-être articuler précisément la question des projections de films et de tout ce qu'on peut essayer de créer comme espace convivial et temps de rencontre ici au rez-de-chaussée. C'est une porte ouverte qu'on a souhaité pouvoir manipuler nous-mêmes sur le territoire et essayer d'élargir un peu et de faire venir des gens ici, en effet, qui peut-être sont, dans un premier temps, un peu se sentent pas forcément concernés par la programmation des films qui sont programmés ici, et avec d'autres activités, d'autres propositions d'animation, vont venir dans ce lieu et petit à petit aller au cinéma. C'est quoi votre vision du vivre ensemble? C'est justement voilà, que les portes de cinéma soient ouvertes sur le monde et que les gens viennent au maximum ici. C'est ça le vivre ensemble pour vous? Oui, ça passe par la culture aussi? Oui, je pense que c'est aussi aller contre une espèce d'idée dominante qui voudrait... on nous raconte beaucoup ces derniers temps précisément qu'on ne peut pas vivre ensemble, qu'il y aurait même presque, je ne sais pas quoi, un choc de civilisation, des problèmes culturels, etc. Nous, on ne croit absolument pas à ça et on pense au contraire qu'un lieu comme le nôtre doit être un lieu d'hospitalité et un lieu où on peut précisément expérimenter ensemble des formes de cohabitation. Merci Yannick Rex, merci beaucoup. Changement de décor, nous voilà maintenant en Seine-Maritime, dans la commune désormais mondialement connue de Saint-Étienne-du-Rouvray. L'assassinat du père Jacques Hamel a ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire de cette ville, citée jusqu'alors en exemple pour son vivre ensemble. Eux en sont les ambassadeurs. Clotilde et Ralid forment un couple mixte. Nous serons en leur compagnie dans un instant. D'abord, on va parler de solidarité. Il en a beaucoup été question ces derniers temps dans notre région avec l'accueil des réfugiés. Dans un petit village de l'Orne, une quarantaine de personnes a choisi de se mobiliser pour accueillir 2 familles syriennes. Depuis le début de l'année, elles vivent grâce à la générosité des habitants. C'est une histoire loin des clichés, loin de la ville aussi. L'histoire d'une mobilisation improbable dans 2 petits villages de la campagne ornaise. Sans passer par les voies classiques, une quarantaine de bénévoles a réussi à faire venir 2 familles syriennes. Leur louer des logements et les aider au quotidien. Tu sais ce que c'est? C'est le matin, le français, l'après-midi, la visite médicale. 2 rendez-vous, un le matin et un l'après-midi. Les premiers arrivés en janvier furent les grands-parents, Mamoun et Siam. Bientôt rejoints par les parents, Razad et Ahmad et leurs filles. Et cette maison désormais ne désemplit pas. Ici, à la campagne, tous les gens se connaissent, tous les gens vous aident, quelle que soit votre nationalité, votre religion, qu'importe. Ils vous aident sans rien attendre en retour, juste parce que vous êtes un être humain. Mais des êtres humains plutôt habitués à la vie citadine. Mais le persil, il ne faut pas le semer tout de suite, hein, d'accord? Non, oui. Non, pas tout de suite, il faut attendre. Après. Après, Ah oui. le mois de mars. Ah oui, oui, oui. Il faut semer les graines comme ça. Ah oui. Tous les 2-3 cm. Ah oui, oui, oui. Gilbert est un ancien agriculteur. Il distille avec plaisir ses conseils pour le jardin. Et s'il y a décalage culturel, ce n'est pas forcément celui auquel on pourrait s'attendre. Nous, on dirait que c'est vraiment des Parisiens qui sont nés à Paris et qui n'ont jamais sorti de leur ville, pratiquement. Semer du persil à 20 cm de profondeur, par exemple. Et puis, c'est un échange, parce que eux nous partagent leurs recettes de cuisine. Donc, nous aussi, on va faire plus de persil pour pouvoir agrémenter nos salades. Pour Marcel, l'intégration est plus directe avec l'école. Il y a 6 mois, l'enfant unique de la 2e famille syrienne ne parlait pas un seul mot de français. Et il se retrouve parachuté en 4e. On commence par 3-4 mots pour en dicter.
Il y a bien eu quelques réticences locales, mais pour Fabienne, la présidente de l'association, la question ne se pose même pas. Il fallait faire quelque chose pour ces réfugiés, même si ça demande beaucoup d'investissement. Toilettes, pas toilettes. Voilà. Pas d'eau courante. Donc on dit que ce sont des maisons insalubres. Tu te rappelles de ça? C'est compliqué. Hein. Ouais. La langue, je pense que oui, ça fait quand même une partie importante quand on a la liberté d'exprimer ce qu'on a en soi. On a beau aller vers eux, ils ont beau faire des efforts vers nous, tant qu'il n'y a pas la spontanéité et puis aussi la nuance, quoi. Même sans cette barrière de la langue, Hervé a mis plusieurs années pour s'intégrer ici. Lui, l'étranger du monde rural, qui vivait dans la grande ville de Flers. Il a fini par réussir, à force de s'investir, une stratégie payante qu'il veut maintenant transmettre aux parents de Marcel. Pronote, logiciel de gestion vie scolaire. Vie scolaire, c'est la vie de l'école. Plus ils s'intègrent dans la vie de la cité, plus ils participent à la vie de la commune, plus ils feront partie de la famille, hein, quelque part, un jour. Peut-être pas tout de suite, ça prend parfois un peu de temps, mais je pense qu'ils font partie de la famille. Et voilà la petite dernière, Émilie, née en juin dernier à Flers. Syrienne par le sang, normande et française par le droit du sol, comme un trait d'union entre deux cultures bien différentes. Clotilde Henry, Khalid Gérari, vous êtes nos grands témoins. On vous a invité pour parler d'un livre que vous avez écrit à 4 mains, Génutopium. On va en parler dans quelques instants. Mais on vous a également invité parce que vous êtes ce que l'on appelle un couple mixte, vous musulmans, vous catholiques. Et on voulait un mot de votre part sur le reportage que l'on vient de voir, ces migrants qui sont accueillis à la campagne. Un cadre idyllique pour le vivre ensemble. Votre conception, vous, du vivre ensemble, elle ressemble à ce que l'on vient de voir ? Ah oui, tout à fait, parce que le reportage, on voit des familles qui s'accueillent les unes les autres, qui s'acceptent les unes les autres. Il y a beaucoup de partage, beaucoup d'amour. Ils s'enrichissent mutuellement. C'est vraiment une belle harmonie. Vous êtes un couple mixte, mais un couple avant tout, finalement. Comment se passe votre quotidien et quel regard portent les gens sur votre couple ? Notre quotidien, en fait, on ne sait pas forcément que Clotilde est catholique et que moi je suis musulman, donc on nous considère comme un couple tout à fait ordinaire. Il n'y a pas de réflexes qui changent, de détails qui perturbent la vie commune? Non. Pas du tout. Absolument pas. Non, Clotilde vit sa foi catholique, moi je vis ma foi musulmane, on en discute tous les deux et au contraire c'est enrichissant. On s'aide même mutuellement, on se motive mutuellement. C'est ce qui quand vous elle va pas à la messe, finalement. je dis écoute Clotilde, t'es pas allée à la messe, comment ça se fait? Elle me dit mais Khalid, je te vois jamais aller à la mosquée, comment ça se fait? Et en fait, et au contraire, ça alimente notre foi. Alors d'ailleurs, le vivre ensemble, je le disais, ça vous a inspiré un livre, un roman d'anticipation. On ne va pas rentrer dans le détail de ce livre, mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il parle de communautarisme. Il essaye de prendre un contre-pied de ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous avez voulu parler de communautarisme? On a parlé de communautarisme, mais surtout on a voulu montrer que d'obliger les gens à quelque chose, c'était même pas du tout la bonne méthode pour arriver à vivre en paix. Que ce soit obliger les personnes à adhérer à quelque chose ou à justement ne surtout pas adhérer, dans les deux cas ça ne fonctionne pas et il n'y a pas de tolérance, il n'y a pas de paix, c'est pas paisible, c'est pas un environnement paisible. Vous sentez, vous, chacun appartenir à une communauté ou à la même communauté ou vous? Non, on n'a pas du tout cet état d'esprit. Nous, on est des êtres humains, on vit sur une planète Terre qui appartient à tout le monde et on a des convictions ou des idées philosophiques ou religieuses différentes. Mais ça s'arrête là. Après, il n'y a aucun impact dans la vie quotidienne entre les relations entre nous et les autres, par exemple. Comment ça doit se passer pour vous, le vivre ensemble entre les différentes communautés? Normalement, à notre sens, il devrait y avoir aucun problème. C'est-à-dire, en plus, surtout quand il s'agit de la croyance, c'est quelque chose de personnel. Moi, je marche dans la rue, je suis d'origine maghrébine, mais qui dit que je suis musulman? Je peux être juif, je peux être catholique. Donc, finalement, ça ne devrait même pas intervenir dans nos relations. Et vous avez le sentiment qu'il y a une certaine stigmatisation aujourd'hui, notamment depuis la vague d'attentats de 2015 ou celui de Saint-Étienne-du-Rouvray? Ça, c'est une évidence. Hein. On est d'origine maghrébine, donc on est musulman, donc on est un islamiste ou un terroriste potentiel. Donc ça, on l'a ressenti dans la vie de tous les jours. On voit bien qu'il y a eu un changement avant les attentats et après les attentats. Ça a été un électrochoc justement, cet attentat à Saint-Étienne-du-Rouvray, l'assassinat du père Hamel, pour vous Clotilde par exemple?
Depuis ce dernier attentat, on fait beaucoup plus d'activités justement dans le vivre ensemble et dans l'interreligieux. C'est beaucoup plus présent, même dans nos dialogues à tous les deux ou avec notre entourage. Et vous, Khalid, aussi, vous investissez Voilà, j'étais déjà engagé dans le vivre ensemble avec diverses associations à Rouen, ou avec des prêtres, imams ou rabbins. Mais c'est vrai que le jour où il y a eu ce drame horrible, ça nous a vraiment particulièrement touchés, parce qu'on est amis avec certains prêtres, donc on a eu peur que c'était un des prêtres qu'on connaissait qui était... Qu'est-ce que vous en avez tiré comme conséquence dans vos actions de tous les jours? Moi, en tout cas, quand je parle avec des gens de quartiers populaires qui, me semble-t-il, ont été laissés à l'abandon depuis plusieurs années, on voit bien qu'il y a une certaine défiance et qu'il y a une inquiétude. Ils ne se sentent pas en sécurité. Et ça, c'est dangereux, parce que quand on ne se sent pas en sécurité, on peut devenir très violent. Donc là je pense qu'il y a vraiment un travail à faire à ce niveau-là. Ces jeunes, ces gens, ils ont du mal à se sentir français, c'est ce que vous ressentez? En tout cas, ils sentent qu'ils ne sont pas acceptés en tant que Français. Ils pensent qu'ils seront finalement jamais Français, qu'ils sont Français mais d'une seconde zone, des sous-Français en quelque sorte. Et ce sentiment a été accéléré durant ces dernières années. Et qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Vous leur répondez, oui. Moi, j'essaie de déconstruire leur raisonnement en disant qu'on vit dans une belle France, que c'est pas les Français, le peuple, les habitants français, ils ne sont pas du tout comme ça. C'est pas parce que vous avez une perspective médiatique ou une perspective politique que ça reflète l'état d'esprit des Français. Pas du tout. Et du coup, j'ai ce discours-là. Et en plus, j'essaie de leur montrer qu'en France, il y a quand même un modèle social qui est l'un des meilleurs au monde. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Clotilde, on va revenir à vous deux. Vous êtes fiancés aujourd'hui. Vous envisagez d'aller vers le mariage. Ça va se passer comment, avec deux confessions différentes? Eh bien, on fera le mariage civil, puis les deux mariages religieux. Et au mariage civil, il y aura une particularité, je crois. Il y aura une particularité, puisque le témoin de Khalid sera donc le père Bellache, le prêtre de Saint-Sever-Saint-Clément. Et mon témoin, ça sera Bachar El-Sayadi, donc l'imam de la mosquée de Rouen. Et si vous envisagez d'avoir des enfants, comment ça va se passer? Qu'est-ce que vous leur direz? On en a déjà discuté. L'idée, c'est de leur donner le savoir, la connaissance. Donc, l'objectif, c'est leur donner la connaissance de toutes les religions, que ce soit catholique, musulmane ou juive ou autre, ou bouddhisme. Et après, ils feront leur choix en connaissance de cause. De toute façon, la religion, c'est pas héréditaire, c'est pas génétique. On n'est pas musulman ou on n'est pas catholique, on le devient. Donc, imposer, quand bien même nous voudrions imposer à nos enfants une religion, ça ne fonctionnerait pas. Merci à vous. Merci. Toujours à Saint-Étienne-du-Rouvray, nous nous sommes déplacés sur une place où se côtoient depuis 25 ans, à quelques mètres seulement de distance, l'église Sainte-Thérèse et la mosquée Yahya. Après l'attentat de Saint-Étienne, le dialogue interreligieux est plus que jamais nécessaire. Sera-t-il toujours aussi serein? Nous en débattrons dans un instant avec deux religieux, un prêtre catholique et un représentant du culte musulman. Mais d'abord, une illustration de la manière dont ce dialogue interreligieux peut se mettre en place avec une jeune catholique qui milite pour l'œcuménisme avec beaucoup de bonne volonté. Camille trace son chemin parmi les quelques 25 000 étudiants de la fac de Rouen. Du coup, là, j'ai cours à 10h30, droit de l'urbanisme. La jeune femme est en 4e année de droit. Une étudiante lambda, engagée dans un combat. Pas au sein d'un syndicat ni de l'université. Camille parle religion, toutes les religions. Un principe qu'elle défend sur les bancs de la fac, plutôt courageux quand on a 23 ans. J'ai mon autocollant coexister sur mon ordinateur, donc du coup les gens des fois posent des questions. Ou même des fois on en parle quand on fait des actions, on met des affiches, des choses comme ça. Et qu'est-ce que tu as en retour? En général c'est des bons commentaires. Il y a une partie des gens qui s'en fichent, enfin ils ne voient pas l'intérêt. Mais sinon on a une grosse partie qui est intéressée et qui vient des fois à nos actions, aux visites de lieux de culte, au Kawa, etc. Kawa comme café débat. Des rencontres organisées par l'association Coexister. La structure n'a pas encore de locaux à Rouen, mais peu importe. Cela fait 2 ans que Camille y milite en plus de ses études. Et cette année, elle embarque avec elle une autre étudiante, Sarah. Et pour le Kawa, on peut faire le travail et la religion. 2 jeunes femmes qui ont ce même projet, faire coexister religion et tolérance.
C'est pas que c'est tabou, mais c'est toujours conflictuel ou les gens n'osent pas. Donc je pense que c'est une bonne chose. Je pense que la plupart des gens ne sont pas contre le fait de parler de religion, mais que la plupart du temps, c'est une question de ne pas oser. Mais maintenant, moi, ça me dérange plus d'en parler. À une époque, je pense que genre vers entre 17 et 20 ans, on n'a pas trop envie d'en parler, mais après, moi, maintenant, je m'en fiche. Hein. J'ai les convictions que j'ai. Si les autres, ils sont pas contents, bah, tant pis pour eux. Ça va pas changer mes convictions. Et je trouve qu'avec coexister, du coup, ça permet d'affirmer nos convictions. Sarah, la musulmane. Camille, la catholique. La pluralité des religions comme une arme contre l'obscurantisme, le moteur de tous leurs projets. Ce soir-là, le comité du bureau de l'association se réunit dans cette brasserie bien connue de la place rouennaise. Au menu, le calendrier des manifestations et des actions à mener. On n'avait pas prévu ça d'ailleurs l'année dernière qu'on a pas fait Une auberge espagnole. Ouais, voilà. Une auberge espagnole. Oui. Sur un espèce de buffet. Et en fait, genre chacun ramène un plat de sa tradition, tu vois. On organise des visites d'églises, de mosquées. On va apprendre des choses sur l'histoire des religions qu'on ne connaissait pas forcément. Et du coup, après, en revenant chez soi, on va s'interroger sur notre pratique, notre foi, notre histoire. Et je pense que pour même les gens qui ne sont pas croyants, c'est la même chose, quoi. Tout ce qu'on est en train d'organiser, j'espère que ça va porter ses fruits. Mon objectif principal, c'est plutôt de me donner. Je pense pas trop à moi pour l'instant, mais voilà, j'ai envie de donner de mon énergie, de mon temps. Comme Lucie, ils sont 1800 adhérents à ce mouvement né en France et en Belgique, une quinzaine à Rouen. Des bénévoles, jeunes, engagés, croyants ou non, mais en tout cas bien décidés à vivre ensemble et à le faire savoir au monde entier. Mohamed Karabila, vous êtes président du conseil régional du culte musulman. Pierre Bellache, vous êtes responsable des relations avec le musulman pour le diocèse de Rouen. Ici, on est à Saint-Étienne-du-Rouvray. Une porte seulement sépare la mosquée de l'église Sainte-Thérèse. On vient de le voir dans le reportage, le dialogue interreligieux, il est là, mais il a du mal un peu à se concrétiser. Est-ce que ce dialogue interreligieux, il a été mis à mal ces derniers mois avec les attentats, Monsieur Karabila? Mais pourquoi vous dites que les relations interreligieuses, interconfessionnelles ne se font pas? Le contraire, ici, c'est dans nos gènes, puisque même avant la construction de la mosquée, on a pris contact avec la communauté catholique pour justement nous aider et voir éventuellement comment on monte une association cultuelle. Donc les attentats ont renforcé ce dialogue interreligieux? Donc vous voyez, quand on a mis le mur, on a mis une porte qui est vraiment le lien entre nous, et que cette porte-là, elle est souvent ouverte à chaque occasion. Et les relations interconfessionnelles avec la communauté se fait très très bien. On se salue presque tous les jours, on se voit souvent. Donc moi je vous dis le contraire, on est l'exemple à suivre. Sur le terrain, comment il se concrétise? Comment vous le mettez en place, ce dialogue interreligieux, Pierre Bellache? Déjà, je rejoindrai ce que dit M. Karabila. De fait, je dirais surtout que le dialogue entre les religions s'adapte selon les époques, selon les lieux où on est. Ici, justement, on est sur un terrain où depuis des années, il y a un accueil d'enfants après l'école. On ne demande pas leur religion aux enfants quand ils arrivent. Ils arrivent ici pour jouer, pour faire leurs devoirs, pour goûter. Il y a toujours eu aussi depuis longtemps un local du Secours catholique qui accueille les personnes là aussi en précarité, quelle que soit leur religion, et ça tisse des liens entre les gens. Plus récemment, il y a une initiative qui était intéressante autour des vêtements. Le vêtement, c'est important, où des femmes chrétiennes, musulmanes se retrouvent ensemble pour trier des vêtements qui sont donnés et puis pour accueillir les personnes qui en ont besoin. Est-ce que les fidèles musulmans, est-ce que les paroissiens catholiques vous suivent dans vos démarches respectives, vous, de responsables religieux? Suite malheureusement aux événements qui sont passés cet été ici, donc moi j'ai l'impression que les gens ils nous précèdent plutôt. Les gens ils sont à la demande. C'est plutôt nous qui étions un petit peu peut-être sur la réserve. Parce que moi j'ai vu quand il y a eu cet abject attentat, les gens ils étaient là spontanément, aller voir nos frères catholiques, aller déposer des gerbes de fleurs et cette envie d'aller vers les autres. Il n'y a pas de réticence du tout? Non, moi j'ai pas trouvé de résistance des gens, le contraire. Le jour où on leur a demandé d'aller dans les églises, les gens spontanément, nous on a été accueillis ici dans cette église, on était à peu près 90 personnes.
les gens ils étaient volontaires, ils rentraient dans l'église sans qu'on force voilà. Donc les gens vraiment ils sont même à la demande. Alors ils sont à la demande ici à Saint-Étienne-du-Rouvray, mais on aimerait bien, vous aimeriez bien que ça s'étende, voilà, ce dialogue. Comment on fait pour que tout ça s'étende autour de Saint-Étienne-du-Rouvray? L'une des choses, si on veut faire le lien avec la période des attentats, ce qui a changé, c'est pas la mise en place d'un dialogue, parce qu'il existait. Finalement, si on peut dire, le seul changement, c'est que ce qui se vit d'une manière très humble, caché à droite à gauche, dans tous les endroits où il y a des gens différents qui vivent ensemble, eh ben, c'est devenu visible. Voilà, on s'est dit, ce qui change là avec les attentats, c'est qu'il faut que d'abord qu'on réponde aux sollicitations, comme on le fait aujourd'hui, et puis qu'on en parle peut-être un peu plus, ou on avait créé par exemple un comité interconfessionnel au niveau des responsables de l'Église. Donc je dirais que c'est ça surtout qui change. Après, dans toute communauté, les gens sont divers. Moi, ce que je remarque, plus que des réticences, ce que je remarque, c'est la maturité des gens. C'est-à-dire que dans nos communautés, il y a des opinions différentes, et les gens osent quand même les exprimer, soit entre eux, soit directement auprès de moi. Certains disent, c'est bien tout ce qui se fait au niveau du dialogue, d'autres exprimeront des craintes, mais plus au niveau de la société. C'est bien que le débat puisse avoir lieu et que chacun puisse s'exprimer, quelles que soient ses opinions. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir accueillis ici. Merci. Merci. Pour notre clin d'œil de fin, on va retourner dans le Calvados, à Caen. Au Café Sauvage, depuis 2 ans, on expérimente tous les jours le vivre ensemble. Un lieu ouvert, tenu par des militants qui n'ont qu'un mot d'ordre, susciter les rencontres. Avant de retrouver l'un de ses fondateurs avec Erwan, petit aperçu de ce laboratoire citoyen. Imaginez un lieu de partage, de rencontres, de dialogue, d'entraide, de loisirs, de plaisir culinaire. Ça va être un fait d'une part végétarien et une autre partie où il y a de la viande. Voilà, donc on fera attention de bien marquer là où il y a de la viande ou là où il n'y en a pas. Imaginez un genre de maison citoyenne, mais sans subvention publique, où l'on explorerait avec ses petites mains une organisation résolument participative. Chacun peut venir et se sentir chez soi en fait. Et il y a ce côté-là de... Voilà, je suis chez moi ici, dans un lieu qui n'est pas forcément le mien, et c'est ça qu'il faut arriver à faire, et c'est pas toujours facile pour les gens. Imaginez une demeure avec terrasse où l'on donnerait jour après jour, projet après projet, une consistance au vivre ensemble. Imaginez un nid douillet en plein centre-ville de Caen, où les petits déjeuners ressembleraient parfois à ça. Timothée Fallet, comment est-ce que vous définiriez ce Café Sauvage? C'est un restaurant, un lieu associatif? Ouais, alors c'est un lieu associatif, effectivement. Un restaurant sporadiquement, par petites touches, le mardi et le mercredi. C'est un lieu des possibles, un cadre de liberté qui permet à chacun de s'essayer, d'essayer des choses et de partager surtout, un lieu de partage et de faire ensemble. Et comment ça marche un lieu de partage, justement? Il faut l'organiser un petit peu, chacun vient avec ses idées? C'est ça, alors au début, on a dû faire quelques bases pour que ça puisse fonctionner, mais maintenant, en fait, c'est un comité de pilotage qui se réunit toutes les 2 semaines et qui est ouvert à tous les membres. Donc toute personne peut venir décider de ce qui va se passer les 2 semaines suivantes, et on s'organise comme ça. Le participatif, c'est un peu votre maître mot, même quand vous faites de la cuisine ici, même quand vous invitez des convives? Ouais, c'est ça, participatif. On essaie que les gens ici soient acteurs et donc participent ensemble et fassent des choses ensemble. Donc oui, faire la cuisine ensemble, organiser la vie du lieu ensemble, faire des ateliers, des projets divers et variés. Vous avez le sentiment de faire du vivre ensemble ici? On est pleinement là-dedans. C'est même notre fer de lance, on va dire. C'est quoi votre définition du vivre ensemble ici? C'est trouver les moyens comment on peut dire? Trouver les moyens d'être soi dans un collectif. Et ça, c'est même une grosse Garder clé. son identité, mais devenir collectif en même temps. C'est ça. Réussir à trouver cet équilibre entre individuel, entre soi et le collectif. Et en fait, pouvoir permettre des relations gagnant-gagnant où tout le monde s'y retrouve en fait. C'est vraiment l'idée du vivre ensemble.
comment on peut trouver des moyens pour que chacun puisse y trouver son compte, mais que ce compte-là ne nuise pas aux autres. Et c'est important pour vous que cette initiative-là, elle vienne de citoyens et pas de pouvoir public? Alors oui, carrément, parce qu'en fait, les pouvoirs publics, c'est quand même central. Les citoyens sont, on va dire, horizontaux. Enfin, voilà, on connaît bien cette notion maintenant. Mais c'est très très important que ça vienne des citoyens, donc des gens qui vont prendre les décisions ensemble et qui, par la discussion, par l'échange, vont réussir à trouver des solutions. Quel public vous y accueillez dans ce vivre ensemble? Alors oui, c'est tout un tas de publics. Nous, on espérait depuis le début, en créant ce projet, vraiment une diversité de population. On avait un petit peu peur de l'entre-soi et on est très content parce qu'on n'est pas resté dans l'entre-nous. L'un de vos credos, c'est même l'intergénérationnel. Il y a des personnes assez âgées qui viennent ici dans ce lieu. C'est ça. Ouais, je crois même que notre plus vieux membre doit avoir 82 ans. Et effectivement, on a une vingtaine ça de... marche le mixage des générations ici? Ouais, mais même je crois que c'est super demandé en fait de la part des personnes plus âgées ou des jeunes. En fait, au début, on ne savait pas forcément, mais oui, en fait, il y a une demande de la part des plus jeunes de rencontrer des personnes plus âgées, et il y a une demande très avide des personnes plus âgées de rencontrer des personnes plus jeunes et de pas se sentir un vieux en fait, ou pas de se sentir forcément un jeune, mais de se sentir un bel être humain, quoi. Et il n'y a pas assez de lieux pour ça? Il y en a, mais c'est peut-être pas forcément facile, clairement. Et parce qu'en fait, on a vite tendance à être entre nous, et à être entre jeunes, ou même entre groupes de jeunes, ou on reste entre retraités. Et en fait, c'est vrai que c'est difficile de trouver ces endroits où on peut mélanger ça. Alors il y en a un petit peu, et ça commence à se voir, ça commence à venir à l'esprit, et c'est chouette en fait. Merci. Le débat autour du vivre ensemble est encore loin d'être clos. Il en sera à coup sûr question à l'occasion de la campagne présidentielle qui s'annonce et dès à présent avec les primaires. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir sur Internet. N'hésitez pas aussi à réagir sur les réseaux sociaux. Quelle place peut trouver notre petite région à l'échelle de la planète? Normandie et mondialisation, c'est au programme le mois prochain dans Enquête de région.